est 13 h, bonjour à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce dimanche. Fin hier samedi à Korogo, des journées d'hommage à Amadou Koulibaly, l'ex-premier ministre décédé le 8 juillet dernier. Lors du bilan face à la presse, des journées hommage initiées par la direction du Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix. Des témoignages foyants de collaborateurs et un film résumant son bilan à la primature ont marqué cette dernière journée. 111 élèves de la 15e promotion des médecins élèves officiers de première année jugés aptes à intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire à l'issue de 3 mois de formation commune de base. Ils ont été présentés au drapeau à l'école des forces armées de Zambakro, une présentation au drapeau qui consacre leur changement de statut. Le PAM, le programme alimentaire mondial, s'alarme face à la situation alimentaire au Zimbabwe. Il a lancé un nouvel appel à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en proie à la faim d'ici les 6 prochains mois. La crise économique que connaît le pays depuis une vingtaine d'années s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Le comité de gestion des établissements scolaires COGES en Côte d'Ivoire est une institution créée en janvier 1995 dans le milieu scolaire. Il se veut être un cadre de rencontre formelle et permanente entre les acteurs et partenaires de l'école avec pour objectif la promotion de l'école. Son rôle, contribuer à la promotion de l'établissement où il siège en créant des conditions optimum pour un meilleur fonctionnement de l'établissement. Lors de son discours à la nation à l'occasion de sa prestation de serment le lundi 14 décembre dernier, le président de la République Alassane Ouattara a annoncé que les frais annexes institués par les comités de gestion des établissements scolaires COGES seront désormais à la charge du gouvernement et des collectivités locales à compter du 1er janvier 2021. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 20 décembre, nous recevons le maire de la ville de Tiasalé, Tiemoko Assalé, avec lequel nous parlerons de cette actualité de la gestion du COGES et de quelques questions qui gravitent autour de cette gestion. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Monsieur le maire, je vous retrouve dans une trentaine de minutes pour aborder justement le sujet dont nous avons à l'instant parlé. Et je voudrais vous inviter à rester sur ce plateau et à suivre le cours normal de ce journal, direction la ville de Korogo, où à l'occasion des journées hommages initiées par le RHDP, le Rassemblement des Oufouitistes pour la démocratie et la paix, à la mémoire d'Amadou Koulibaly, l'ex-premier ministre, le ministre Amédée Kofi Kwaku a procédé au lancement des travaux de bitumage de la voirie de l'Ataha. La réalisation du projet va coûter 1,9 milliard de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire et permettra le bitumage de 3,8 km de voies. Le reportage de Jérôme Kofi Abola. Ce samedi 19 décembre 2020 à Latar, une localité dans le département de Korogo, l'ambiance qui y règne est tout à fait particulière, pour ne pas dire festive. Les populations de cette localité sont sorties nombreuses pour la bonne nouvelle, à savoir l'annonce du démarrage des travaux de bitumage de la voirie de Latar. C'est le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kofi Kwaku qui porte le message. Il a indiqué être heureux de se retrouver parmi ces populations pour agir au nom du Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'est pour moi un insigne honneur de représenter M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, à cette cérémonie de lancement des travaux de bitumage de la voirie de Latar. La cérémonie qui nous rassemble ce jour marque le début des travaux de bitumage de 3,8 km de voirie à Latar. Il convient d'indiquer que des travaux d'aménagement à caractère semi-définitif de cette voirie ont été réalisés en 2019 et 2020 par la société EKDS Nouvelle. Ces travaux ont consisté à la réalisation des terrassements et à la pose des différents ouvrages de drainage de la route avec pour but de faciliter la mise en œuvre du corps de chaussée une fois les financements obtenus. Les travaux de bitumage seront réalisés par l'entreprise portée au BTP en collaboration avec la société EKDS Nouvelle, sous le contrôle du BNET et la maîtrise d'ouvrage déléguée de la Géroute. En ce qui concerne la doléance formulée par mon aîné Sylvie Sélé, c'est-à-dire bitumer les 10 km entre Korogo et Latar, je voudrais préciser que cette doléance a été déjà formulée par le ministre d'État Gilbert Koné Kafana et par le ministre Issa Koulibaly. Je puis vous assurer qu'elle sera transmise au président de la République et je ferai de mon possible pour que sa réalisation puisse se faire si le chef de l'État en donne son accord.
C'est l'occasion que saisit le ministre Amédée Kofi Kwaku d'en appeler au bon sens des jeunes de l'ATA, une valeur qui pour lui permet de réaliser toute entreprise. Chers jeunes de l'ATA et au-delà de la région du Poro, Son Excellence Alassane Ouattara a indiqué que la priorité de son action durant ce mandat sera centrée sur l'éducation, la formation et l'emploi des jeunes. Qui dit éducation fait référence aux enfants et aux jeunes. Qui dit formation fait référence aux jeunes, l'emploi des jeunes, etc. Comme vous le voyez, le chef de l'État vous a mis au centre de son action. Donnez-lui donc la force, le courage et la détermination d'atteindre cet objectif qui s'est fixé vous concernant. Mais cela ne sera possible que vous êtes imprégné du civisme inhérent normalement à tout citoyen vivant en Côte d'Ivoire. Si vous êtes unis, disciplinés et volontaires, la Côte d'Ivoire de demain vous appartient. Travaillez au quotidien à sa réalisation. Les travaux de bitumage de la voirie de l'ATA sont financés par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 1,9 milliard de francs CFA. Environ 4 km de voies seront bitumées dans un délai de 3 mois. La cérémonie de lancement des travaux s'inscrit dans le cadre des journées d'hommage, a fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, initiateur du projet. Et on reste à Korogo, capitale de la région du Poro. Depuis hier samedi se sont achevées ces journées d'hommage à Amadou Gon Coulibaly, l'ex-premier ministre. Des journées d'hommage organisées par la direction du parti du RHDP qui a fait le point avec la presse des activités qui ont meublé ces journées. Mahama Traoré pour les détails. De l'opposition à l'accession au pouvoir d'État, Amadou Gon Coulibaly a fait chemin avec des hommes et des femmes. Depuis son décès le 8 juillet dernier, les compagnons de lutte, collaborateurs ou filleuls de l'ex-premier ministre, retiennent de lui une ou des valeurs à pérenniser. On a beaucoup parlé de sa probité, mais on ne sait pas à quel point. Le respect de la chose publique était quelque chose de sacro-saint chez lui. Ce n'est pas certain que moi-même, quelles que soient les qualités que je verrais chez quelqu'un, qu'en 2 mois et demi, je leur ai confié un poste aussi important dans un pays, parce que la gestion des finances publiques, ça demande quand même une grande confiance. Pas seulement de la technicité, mais vraiment une grande confiance à pouvoir gérer certaines choses. Et ça, le Premier ministre Amadou Gon l'a fait en 2 mois et demi seulement. Il a semé quand même une graine ou des graines. La génération Amadou Gon Coulibaly, c'est une réalité aujourd'hui. Tous autant que nous sommes, jeunes et moins jeunes, avons tous reçu quelque chose de lui et portons tous en nous quelque chose d'Amadou Gon Coulibaly. C'est pour ça que je dis qu'Amadou Gon ne mourra jamais. C'est l'homme de foi, l'homme de charité et l'homme qui sait porter des espérances. Amadou Gon a tant aimé sa famille, tant aimé ses enfants, tant aimé ses frères, tant aimé ses cousins. Il n'y avait pas de différence entre ses cousins et ses frères, entre ses oncles et ses enfants. La famille, pour lui, était le socle de sa vie. Ce que je retiens, c'est l'humilité, c'est l'homme de conviction, c'est l'homme qui a été loyal jusqu'à la fin de sa vie. Cette conférence de presse de clôture des journées d'hommage et de recueillement en la mémoire de l'ex-président du directoire du RHDP a été marquée par la diffusion d'un film sur les actions réalisées par l'homme à la tête du gouvernement. Le parti au pouvoir a également annoncé la création prochaine d'un institut de formation politique baptisé Amadou Gon Coulibaly, en plus de l'hommage qui lui sera rendu tous les 8 juillet à Korogo. Et puis, mesdames et messieurs, un bout de littérature dans cette édition avec Viviane Aïman. Je vous invite à la présentation de l'ouvrage Alassane Ouattara, La passion du devoir, du journaliste historien Moriba Magasuba au grand public, qui a eu lieu en fin de semaine à l'Hôtel Ivoire. Alassane Ouattara, La passion du devoir. Le tout dernier livre du journaliste, historien et écrivain Moriba Magasuba vient de faire sa sortie officielle en librairie. La présentation de l'ouvrage au public a eu lieu ce vendredi 18 décembre à l'Hôtel Ivoire, à l'occasion d'une sympathique cérémonie qui a réuni des officiels et de nombreux invités. Œuvre biographique et historique
rédigé sur 352 pages et qui relate la vie et le parcours politique du président de la République Alassane Ouattara, mais aussi plusieurs pans de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. L'auteur Moriba Magasouba se défend d'avoir écrit un livre de laudateur. Ici Amara, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui m'a fait un témoignage sur le premier gouvernement du Premier ministre Ouattara, auquel il participait comme ministre des Affaires étrangères, entre autres. J'ai fait parler Laurent Donafloro, qui a été ministre de l'Information, de la Jeunesse et des Sports pendant plus d'une décennie. Et je fais parler Henri Konamini lui-même. Et je fais parler Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo qui a eu à dire que Alassane est un gros travailleur. Plusieurs témoignages émanant de personnalités d'horizons divers qui ont lu l'ouvrage ont mis en lumière la richesse de l'œuvre. Ce qui m'a marqué dans cet ouvrage, ce sont les anecdotes. C'est la pertinence de la chronologie de cette narration assez plaisante. On retrouve des détails sur le président Alassane Ouattara qui est, je dirais, inconnu du public. Je découvrais d'autres aspects de l'homme. Et on adore cette narration, on aime cette narration parce que tout simplement, ça nous ouvre certains volets de la vie de l'homme. Il a rencontré le président Ouattara en 1990, donc depuis 30 ans, il le pratique, il le suit de plus ou moins près. Et c'est la somme de tout ça qui nous a livré et ça permet d'avoir un regard nouveau, mais le regard normal sur le président Alassane Ouattara, un livre écrit par quelqu'un qui n'est pas militant. Ce qui m'a le plus frappé dans le livre, c'est quand il dit que sur son lit d'hôpital, que le président Feu Boigny a demandé que le Premier ministre d'alors, qui est devenu président Alassane Ouattara, lui masse la poitrine, qu'il a un peu soulagé. Et cet épisode où le président Yadema est venu avec un sorcier pour un peu soulager le président Houphouët-Boigny sur son lit d'hôpital. Et surtout aussi le parcours du président Alassane Ouattara, l'adversité, la ténacité qu'il a pu mener jusqu'à arriver là où il est aujourd'hui. Et puis, fort d'une amitié vieille de près d'un demi-siècle avec l'auteur, le ministre Ali Koulibaly a éloquemment préfacé l'ouvrage. Un ouvrage documenté, servi par des informations puisées aux meilleures sources, issues de témoignages incontestables, serait une œuvre que je qualifierais d'œuvre de salubrité intellectuelle. L'auteur n'a pas cédé à une empathie excessive pour son sujet, tout en évitant l'écueil des pamphlétaires qui sautent à pieds joints dans les poncifs et la caricature dès lors qu'il s'agit d'une personnalité africaine au pouvoir. Alassane Ouattara, La passion du devoir de Moriba Magasouba est disponible en librairie et se signale déjà par le chiffre de ses ventes. Voilà, un ouvrage éloquemment préfacé par le ministre Ali Koulibaly. Dans le domaine de la défense, 111 élèves de la 15e promotion des médecins élèves officiers de première année jugés aptes à intégrer les forces armées de Côte d'Ivoire à l'issue de 3 mois de formation commune de base. Ils ont été présentés au drapeau à l'école des forces armées de Zambakro. Une présentation au drapeau qui consacre leur changement de statut. Ils ont été invités au respect du drapeau et à la discipline. Abou Sanogo. Ces 111 élèves ont intégré la division de formation des officiers de l'école des forces armées le vendredi 16 octobre 2020 pour une formation initiale qui a duré 3 mois. Répondant à l'appellation de soldats de 2e classe, leur présentation au drapeau consacre leur changement de statut pour prendre officiellement la qualité d'élèves officiers d'active de première année et de médecins élèves officiers respectivement de la 52e et de la 15e promotion. Chers élèves officiers d'active et médecins élèves officiers, il n'y a pas de métier plus noble que celui des armes. Soyez entièrement au service de la Côte d'Ivoire et de vos pays respectifs. Des soldats disciplinés et animés par une ferme volonté de gagner et de vaincre. Développez votre compétence et votre force morale. Enfin, agissez avec honneur.
L'hymne national a été exécuté par la musique des armées de Côte d'Ivoire et entonné par l'ensemble des élèves officiers. Puis le drapeau de l'école a été présenté pour la toute première fois aux 111 élèves officiers d'active de première année. C'est en présence du chef d'état-major général des armées adjoint, le général de division Kwame Oundri Julien, qu'ils ont récité les 11 articles du Code du soldat. Il accomplit sa mission. Pour parfaire leur formation, ces futurs officiers auront à passer 2 années académiques pour les élèves officiers d'active et 1 année pour les médecins élèves officiers. Voilà, loin de ces défilés à pas cadencés, des entreprises et personnalités distinguées pour leurs actions en faveur de l'économie ivoirienne, les awards des entreprises, cérémonie de distinction du top management des entreprises et des personnalités les plus performantes, a été célébrée au cours d'un dîner gala parrainé par le ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly. Les awards des entreprises visent à accompagner et soutenir le gouvernement dans sa politique de développement économique et social, tout en encourageant les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé. Jean-Louis Bambo. Pour sa 2e édition, la cérémonie des awards des entreprises et des institutions socio-économiques a réuni quelques 500 convives du monde des affaires et du secteur parapublic, ainsi que des hautes autorités gouvernementales, diplomatiques et parlementaires. Autour du ministre de l'économie et des finances, Adama Coulibaly, parrain de la dite cérémonie, ils sont venus accompagner et soutenir le gouvernement dans sa politique de développement économique et social, mais également encourager les opérateurs économiques et les entreprises du secteur privé. L'institution de cette cérémonie annuelle nous donne l'occasion de nous retrouver et de manifester notre adhésion à la promotion de l'excellence, étant entendu que les awards des entreprises favorisent une saine émulation au sein du secteur privé. Je note que cette 2e édition met l'emphase sur la résilience de l'État. Plusieurs entreprises et personnalités se sont ainsi vues décerner des prix, comme le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui a reçu le super prix d'excellence Award des Awards. Le ministre de l'économie et des finances Adama Coulibaly, le prix pour le développement économique et l'investissement privé. D'autres prix spéciaux ont été décernés, notamment au ministre Aka Awele, Anne Désiré Ouloto ou encore au président de la Chambre de commerce et d'industrie, Fama Touré. Une quinzaine de PME, entreprises publiques et privées, ont été distinguées pour leur savoir-faire. Le comité des awards, appuyé d'un jury, a en effet évalué les nominés sur la base de ce savoir-faire qu'ils placent au cœur de leur process et de leurs actions quotidiennes. Dans le domaine de la culture, 6 prix ont été décernés à des mécènes des arts de la culture ivoirienne par la Fondation des artistes africains. Un super prix a lui été attribué à Diaby Lanciné au cadre de l'administration ivoirienne. Ce prix existe depuis 10 ans et a déjà été décerné à plusieurs personnalités, dont le président de la République, Ahmed Traoré Issa Yeo. Après la délibération du jury des mécènes des arts et la culture africaine, édition 2019, Lanciné Diaby, directeur général du FAIR, remporte le prix d'or. Cette distinction est due à son soutien au film documentaire posthume Amadou Gon Coulibaly, également pour son dévouement en faveur du monde artistique. Nous avons organisé cette cérémonie pour d'abord encourager Diaby Lanciné, désigné super prix national d'or des mécènes des arts et la culture. Outre le prix d'or, 6 autres prix spéciaux ont été décernés. Très ému et comme toutes les autres distinctions, je dédie ce prix encore au président de la République. Donc nous sommes fiers, nous allons toujours continuer à œuvrer pour les artistes de Côte d'Ivoire. C'est une satisfaction, une joie d'être aujourd'hui reconnu comme homme de médias qui a œuvré donc, à l'éclosion de talents culturels. Lanciné Diaby, lauréat du prix d'or des mécènes des arts et la culture africaine, est ingénieur des travaux publics et cadre de l'administration ivoirienne depuis plusieurs années. C'est le lieu de rappeler que cette dissection du Grand Prix Mécène d'or existe depuis 2010.
Et on reste dans le domaine de la culture pour parler de la 8e édition du Festival des danses traditionnelles du Bounkani qui s'est tenu le week-end dernier à Bouna. Les initiateurs de ce festival en ont profité pour faire le bilan des éditions passées avant de faire des projections pour les éditions à venir, les années à venir donc. Ils entendent ainsi faire de cet événement culturel l'événement le plus important de la région, un outil de développement de la région du Bounkani. Le reportage de Herman Niamia. Des groupes de danse traditionnelle en attraction à la place publique de Bouna. Nous sommes à la 8e édition du Festibo, le festival des danses traditionnelles du Bounkani. L'événement culturel le plus populaire de la région, comme les éditions précédentes, a réuni des milliers de festivaliers. C'est un festival qui réunit chaque année 30 000 festivaliers. C'est un festival jeune, avec des artistes que nous invitons, avec des populations très joyeuses, très chaleureuses. Nous avons des circuits touristiques alléchants, nous avons des danses extraordinaires, nous avons des mets à faire déguster au monde. Au-delà de l'aspect culturel, les initiateurs du Festival veulent faire de cet événement un levier qui va booster le développement de la région. D'où les ateliers de réflexion pour faire le bilan des 7 éditions passées afin d'envisager de nouvelles perspectives. Des grandes nations comme les États-Unis ont reposé leur développement sur la culture. Et donc nous voudrons nous appuyer également et suivre ces bons exemples-là pour faire du Bounkani une région qui compte vraiment, mais qui est partie à partir de ce qu'elle a de mieux, sa culture, à partir de son âme. Les festivaliers venus en grand nombre saluent cette initiative. Ils souhaitent que les initiateurs prennent toutes les dispositions afin que ce festival ne soit jamais interrompu, mais soit plutôt un rendez-vous culturel annuel incontournable à l'image des autres grands événements culturels du pays. C'est ma première fois d'être ici et c'est très très impressionnant. Et c'est pour souhaiter, pour dire un bravo à toute l'équipe d'organisation. Seule la culture peut rassembler tous les peuples. Pour clore ces 2 jours de rencontres, les populations ont été gratifiées d'un concert géant. L'artiste Obams, en vogue en ce moment, est également tête d'affiche à faire vibrer les nombreux festivaliers. Voilà, et la Côte d'Ivoire qui est toujours engagée dans la lutte contre le diabète chez les enfants. Une rencontre entre médecins et autres acteurs de lutte contre le diabète chez les enfants s'est tenue à Cocody. Cette rencontre visait à proposer des solutions en vue d'améliorer la qualité de la prévention, de la prise en charge du diabète de type 1 chez les enfants et chez les adolescents. Objectif, apporter les outils nécessaires afin de garantir un accès au traitement du diabète chez les enfants. Astou Touré. Les différents signes qui peuvent amener à penser au diabète chez l'enfant. Il y a 4 signes. Il y a l'amaigrissement, un enfant qui maigrit beaucoup, qui mange beaucoup, plus que d'habitude, qui pisse au lit ou bien qui urine plusieurs fois dans la journée et qui urine aussi plusieurs fois dans la nuit. Et aussi un enfant qui boit beaucoup d'eau. On ne sait pas forcément à quoi il est dû, mais brusquement, les cellules qui vont fabriquer l'insuline chez l'enfant se mettent à être détruite par l'organisme de l'enfant lui-même. Dans le monde, le nombre d'enfants de moins de 14 ans atteints de diabète de type 1 est estimé à environ 476 000 et environ 250 000 d'entre eux vivent dans les pays en voie de développement. Pour améliorer la qualité de vie et réduire la morbidité et la mortalité prématurée imputables au diabète chez les enfants et les adolescents en Côte d'Ivoire, médecins et partenaires dans la lutte contre le diabète sont en réflexion. Diabète de type 1, ça veut dire diabète insulinodépendant. Ce sont des enfants qui ont besoin d'insuline. Sans insuline, très rapidement, ces enfants-là décèdent en une semaine, en une dizaine de jours de coma diabétique. Donc, c'est un projet important qui permet de leur donner de l'insuline gratuitement, tout ce qui est seringue gratuitement, tout ce qui est appareil pour contrôler leur diabète gratuitement. Ce projet permet aussi de renforcer les capacités du personnel. Parce qu'on peut donner des médicaments, mais si le personnel n'est pas bien formé pour prendre en charge ces enfants, ça devient plus compliqué. Fondé sur un partenariat, ce programme vise à élaborer des solutions à long terme pour offrir aux enfants vivant avec le diabète de type 1 des soins disponibles, accessibles et de bonne qualité. Notre partenariat consiste à fournir toute la logistique. C'est un projet qui est prévu pour 4 ans normalement, mais on l'a commencé en 2017. Normalement, ça devrait finir
l'année prochaine, mais nous avons décidé de continuer encore 3 ans, puisque à terme, ce que nous voulons intéresser les pouvoirs publics à ce projet, de sorte à le pérenniser dans le temps. L'atelier de restitution du projet de prise en charge des enfants vivant avec le diabète de type 1 a réuni 32 participants. Une campagne de lutte contre le tétanos a permis d'administrer 350 doses de vaccins aux enfants. Des enfants des écoles primaires de Tiasselé et Plateau de Ndoussi, dont l'âge est compris entre 6 et 14 ans. Il s'agit d'une campagne gratuite initiée pour la 3e fois par Sanogo Alpha-Draman, cadre de Tiasselé. Salimata Dia nous en parle. 350 doses de vaccins contre le tétanos administrées aux enfants de 6 à 14 ans des écoles primaires de Tiasselé et Plateau Ndoussi. Cette campagne de vaccination gratuite a eu lieu les jeudis 10 et vendredi 11 décembre 2020 et s'inscrit dans la lutte contre le tétanos. Elle a pu avoir lieu grâce à la collaboration de l'organisation humanitaire internationale Africa Arco Iris suite au lobbying de Sanogo Alpha-Draman, cadre de Tiasselé et parrain de la campagne. On a pensé que les enfants dans leur apprentissage avaient besoin de beaucoup plus de santé et surtout qu'ils sont de milieux un peu défavorisés. Ces maladies qui font moins de bruit mais qui sont très grandioses méritent d'être prises en charge. En tout cas avec l'ONG, ça fait 3 ans comme je l'ai dit, on essaie donc de vacciner ces enfants-là pour qu'ils soient en bonne santé. Le préfet du département de Tiasselé, Vakaba Kone, a rappelé les nombreuses actions socio-humanitaires à l'endroit des populations de Tiasselé à mettre à l'actif du parrain. Pour sa part, le directeur départemental de la santé et de l'hygiène publique a salué l'initiative qui permet de toucher ainsi le plus grand nombre d'enfants, notamment les jeunes filles, futures mamans. Aujourd'hui, cette campagne ne fait que nous arranger parce qu'un de nos indicateurs les plus importants, c'est de contrôler les femmes enceintes qui sont à jour de leur vaccin antitétanique. Quand une ONG comme Africa Arco Iris commence à vacciner les enfants à bas âge, surtout les jeunes filles, lorsqu'elles seront en âge de procréer, elles seront déjà à jour de leur campagne de vaccination. L'ONG Africa Arco Iris a affiché sa disponibilité à accompagner la Côte d'Ivoire à travers diverses campagnes sanitaires et l'organisation d'activités de sensibilisation en matière d'éducation et d'hygiène publique. Voilà, et puis dans l'actualité internationale, sachez que le PAM, le Programme alimentaire mondial, s'alarme lui face à la situation alimentaire au Zimbabwe. Il a lancé un nouvel appel à lever des fonds d'urgence pour assister 4 millions de Zimbabwéens en proie à la faim d'ici les 6 prochains mois. Des années successives de sécheresse ont déjà fragilisé la sécurité alimentaire dans le pays et la récolte de cette année a été une nouvelle fois touchée. Selon les chiffres du ministère des Finances, les importations de denrées alimentaires sur les 9 premiers mois de l'année ont triplé par rapport à l'année dernière et la crise économique que connaît le pays depuis une vingtaine d'années s'est aggravée avec l'épidémie de Covid-19. Ici en Côte d'Ivoire, les femmes leaders du Grand Centre du Bélier renforcent les capacités des femmes engagées dans le commerce afin que cela ait pour conséquence d'impacter positivement leur activité sur toute la chaîne de la production à la commercialisation. On en parle avec Kader Sogodogo. Elles sont 32 femmes leaders issues de 8 associations de la région du Bélier et du district de Yamoussoukro. Elles sont à l'école. Le projet de pôle agro-industriel de PAI Bélier, qui est dans sa 2e année, reste collé à sa mission. Développer, transformer le Bélier à travers l'économie agricole. La femme est au centre de ce projet novateur. Elle est au champ pour l'agriculture, mais également au marché pour le commerce. Ici, il s'agit de la doter d'atouts réels pour qu'elle soit forte. Nous savons que notre zone d'intervention est une zone de production, de forte production du manioc. Et nous savons qu'aujourd'hui, parmi les groupements, on a beaucoup de femmes qui sont dans le manioc. Mais comment ces femmes utilisent le manioc qu'elles produisent? Comment elles vendent le manioc qu'elles produisent? Comment elles vendent les produits dérivés du manioc? C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui, pour permettre à ces braves femmes qui travaillent nuit et jour, qui ne se reposent pas, de pouvoir profiter des produits de leur activité. La formation est l'affaire du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une révolution positive est en ligne de mire. On dit pour acheter moins cher, il faut aller dans les marchés autour de 15 heures. Parce que là, les vieilles sont fatiguées, elles ont envie de retourner dans leur village, donc elles bradent. La formation d'aujourd'hui veut vous aider à ne plus brader vos produits,
à en tirer pour améliorer les bénéfices que vous faites grâce à votre travail. 2 jours, c'est la durée de la formation. L'objectif est connu, l'autonomisation de la femme. Voilà, et place à présent au Dimanche Magazine de ce jour, notre invité, le maire de la commune de Tiassalé, M. Assali Timokou. Monsieur le maire, ravi de vous avoir sur ce plateau pour parler ensemble, n'est-ce pas, d'une question qui jusque-là portait le qualificatif d'épineuse, tant la question, on peut le dire, a troublé le sommeil des parents d'élèves. Il s'agit bien sûr de la question des frais COGES, des parents d'élèves qui, on l'espère, dormiront du sommeil du juste depuis, sinon, la récente décision prise par le chef de l'État, Alassane Ouattara, le 14 décembre dernier, au cours de sa prestation de serment, de confier à présent la prise en charge de ces frais au gouvernement et aux collectivités locales. Et monsieur le maire, votre présence sur ce plateau un double sens pour nous, car en plus d'être maire, vous avez un regard particulier sur la gestion de cette question. Vous en avez fait une affaire personnelle, mais avant, je voudrais vous demander, j'ai une interrogation. Le rôle du COGES est de contribuer à la promotion de l'établissement où il siège, ou en créant des conditions, n'est-ce pas, optimum pour un meilleur fonctionnement de l'établissement. Comment en est-on arrivé au fait que le COGES se soit éloigné de ce rôle-là? Merci de l'occasion que vous nous offrez d'échanger sur la question. Vous savez que, pour répondre à votre question, vous savez que là où il n'y a pas de gendarmes, une certaine race d'honnêtes gens est capable de tout. Les COGES ont été créés avec une ambition très noble pour aider à gérer l'école. Malheureusement, dans leur fonctionnement, ils se sont transformés en un outil de recouvrement de fonds, de sorte que leurs missions qui ont été déclinées dans un décret qui a été pris en 2012 par le chef de l'État, qui sont au nombre de 15, leurs missions ont été complètement dévoyées et au lieu d'aider à gérer l'école, à promouvoir l'école, les COGES se sont transformés comme je l'ai dit, en un outil de recouvrement. De sorte que les parents d'élèves à qui on a dit que l'école est gratuite ont été étonnés de découvrir que finalement, l'école n'est pas aussi gratuite que cela et que les frais chaque année augmentent alors que l'État chaque fois répète que l'école est gratuite. Et donc, les COGES sont sortis de leur rôle. Personnellement, j'ai beaucoup enquêté sur les COGES, d'abord en tant que journaliste et puis en tant que premier magistrat de la commune de Tiassalé, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les collectivités ont aussi la charge de gérer les écoles. D'accord. Les maires sont chargés de gérer les écoles primaires, préscolaires, les conseils régionaux sont chargés de gérer les écoles secondaires. Et donc, le décret qui porte attribution des compétences de COGES fait des élus locaux que nous sommes les présidents des assemblées générales des COGES. Et donc nous avons le droit, le pouvoir de jeter un regard sur le fonctionnement des COGES. Et à Tiassalé, pour parler d'autres expériences, depuis octobre 2019, nous avons ouvert une enquête sur les COGES de nos communes pour comprendre où est-ce que vont les fonds qui ont été collectés pendant des années, alors que l'école tombe en ruine chaque année. Et monsieur le maire, ce regard particulier au niveau de votre commune, nous allons y venir. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est vrai, sans vouloir me faire l'avocat de ces COGES, est-ce qu'il ne souffre pas aussi d'une mauvaise publicité? Non, mais bon, vous savez que partout, quand il y a une généralisation, il y a forcément une erreur quelque part. Il y a des COGES qui ont bien fonctionné. Dans certaines villes, les parents très conscients ont bien géré ces outils-là. Mais globalement, les COGES dysfonctionnent. Et leur fonctionnement est devenu problématique, est devenu un frein, contrairement à leur mission, est devenu un frein à la scolarisation des enfants, notamment des filles. On leur reproche un manque d'organisation, de communication. Tous ces paramètres doivent-ils être repensés et mieux restructurés? Oui, en fait, tout est à reprendre pour les COGES. Vous savez, les COGES ont 15 attributions, ont 15 missions. Mais dans les faits, les COGES n'exercent qu'une seule attribution, celle qui consiste à recouvrer les fonds. Et donc, laissant à côté les 14 autres attributions. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens sont complètement remontés contre le fonctionnement des COGES. Et donc, c'est tout le système qui a repensé. Et je pense qu'on va y revenir. Et vous, collectivités, quels sont vos rapports avec ces COGES-là? Est-ce que vous travaillez en bonne intelligence ou ce sont des rapports qui sont parfois conflictuels? Alors, par rapport aux collectivités, il faut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la loi sur le transfert des compétences fait des élus locaux, notamment les conseils généraux et les maires, les présidents des assemblées générales des COGES. Et comme la compétence de gérer l'école et de construire les établissements a été transférée aux collectivités, c'est aux maires et aux présidents des conseils régionaux de construire les écoles et de gérer l'école. Et c'est pour ça que le décret fait d'eux les présidents des assemblées générales des COGES. Le problème est que les ressources qui accompagnent ce transfert de compétences ne sont pas venues, ou bien viennent à un niveau tellement insignifiant que globalement, les maires ont décroché, les présidents des conseils régionaux ont décroché, n'ont pas les ressources de gérer ce transfert-là. Et donc, laissant les COGES fonctionner dans la main des parents d'élèves et sous le diktat
des inspecteurs d'école et des directeurs nationaux de l'éducation nationale dans les villes de Côte d'Ivoire. Et donc, ce qui a fait que les élus ont décroché et ne suivent pas. Les maires envoient souvent un adjoint suivre ce qui se passe, mais ne participent pas réellement à la gestion de l'école alors qu'ils ont compétence pour gérer. Les responsabilités sont donc partagées? Elles sont partagées. Bien sûr, parce que les maires ont une excuse en disant qu'on nous a transféré une compétence qu'on a gardée à Abidjan. Quelqu'un a ironisé en disant l'État a transféré les problèmes aux élus et a conservé à Abidjan les solutions. Comment vous voulez qu'on gère l'école alors que les ressources qui doivent servir à gérer l'école restent au ministère? Donc les élus ont décroché et donc les COJES ont fonctionné sans le regard des élus et sont transformés en outils de recouvrement de fonds. Justement, il y a une collaboration qui devra certainement connaître une mise à jour avec la décision prise par le chef de l'État. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement à ces COJES? On reproche aux COJES exactement, pas nous les élus locaux, je veux dire les parents d'élèves, puisque nous sommes au service des parents d'élèves, nous sommes au service de nos administrés. Ils sont en train de pleurer tous les jours. À chaque rentrée scolaire, ce sont des problèmes à n'en point fini et des menaces même de troubles à l'ordre public par rapport aux COJES. Les frais que les COJES doivent lever sont des frais qualifiés d'exceptionnels par la loi. Mais le fait est qu'aujourd'hui, les COJES ont transformé le mot exceptionnel en norme. Les cotisations devaient être exceptionnelles, sont devenues une norme. Et il y a une course à la levée des fonds. Je vous fais une confidence. Allez-y. Il y a des directeurs d'école qui ont perdu leur poste parce qu'on leur a reproché de n'avoir pas recouvré suffisamment. Parce que les inspecteurs contrôlent. Derrière les inspecteurs, il y a une autre machine là-bas qui contrôle. Et donc, tu surveilles que les directeurs poursuivent les présidents de COJES, lesquels poursuivent les parents d'élèves, qui eux-mêmes n'ont aucun moyen. Et donc, quand le directeur n'a pas assez de ressources, à la commission de nomination et de confirmation, le directeur est relevé de sa fonction. Donc, les COJES ont été transformés, comme je le dis, et le mot est important, en outil de recouvrement. De sorte que les parents d'élèves, qui peuvent avoir 1, 2, 3, 4 enfants à l'école, doivent payer entre 7 500 et 15 000 francs au primaire. Je vous donne un exemple. Allez-y. Il y a une école dans un village qu'on appelle Rosalie Cro, dans le département de Tassalé. D'accord. Les enfants sont assis à même le sol. L'école est en bambou, avec des bâches noires au-dessus et des feuilles de palmier. Les enfants sont assis à même le sol, mais tenez-vous bien, dans cette école-là, les COJES recouvrent 10 000 francs par enfant. Ils sont transférés en ville et gérés par un ensemble de complicités qui est dans la chaîne de l'éducation où l'argent est partagé et l'école n'a même pas un banc. Ce n'est pas acceptable. Et c'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour que toutes ces choses-là changent maintenant. Et ce sont les enquêtes que vous avez menées sur le terrain qui vous ont permis d'aboutir à ces toutes les enquêtes qu'on a menées sur le terrain démontrent que à 80%, les ressources des COJES finissent dans des poches d'individus qui n'ont rien à voir avec le fonctionnement de l'école dans les faits. Alors, monsieur le maire, les frais, justement, COJES, on le disait à l'instant, sont une grande inquiétude pour les parents. Des murmures qui sont donc remontés au chef de l'État qui, au cours de sa prestation de serment du 14 décembre dernier, a pris une décision, celle de faire basculer la prise en charge de ces frais par le gouvernement et par les collectivités locales. Je vous invite à suivre cet élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara qui nous retrace un peu l'ensemble de cette actualité-là. Chaque rentrée scolaire, le débat sur les frais COJES fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les COJES, dans la mission qui leur a été confiée, représentaient donc un outil donc, de promotion et de développement de l'école. Mais malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes donc, qui ont jalonné leur fonctionnement, dont, n'est-ce pas, l'organisation et puis l'information. La plupart des COJES donc, ont connu un déficit de communication, si bien qu'au finish, c'était devenu même un véritable fardeau pour les parents. Nous sommes tous des parents, donc souhaitions vraiment que vivement une solution soit trouvée donc, à ce problème-là. Face à cette situation qui a suscité des troubles à l'école, le président de la République a annoncé une importante décision. Je réaffirme mon engagement en faveur de l'école obligatoire et la gratuité de l'école publique pour les enfants de 6 à 16 ans. Afin de lever tous les obstacles à la mise en œuvre complète de cet engagement, j'ai décidé que pour compter de janvier 2021, le gouvernement et les collectivités locales prendront en charge les frais COJES
Cette décision prise par le sommet de l'État est bien appréciée. C'est une décision qui était attendue quand même de la part de plusieurs parents qui se plaignaient. Et nous pouvons dire aussi à notre niveau que c'est une décision salutaire. Parce que ça va permettre quand même aux collectivités décentralisées, telles que les mairies et autres, de bien prendre en compte l'amélioration du cadre de vie et de travail des élèves dans les établissements. Des parents d'élèves avancent que le comité de gestion des établissements scolaires, COGES de Côte d'Ivoire, a besoin d'être repensé afin d'être davantage utile à l'école. Alors, monsieur le maire, on vient de le voir dans l'élément de notre reporter Walter Amadou Ouattara, des parents viennent de s'exprimer, voilà, d'exprimer toute la difficulté pour eux, un cri de cœur qui méritait d'être entendu par le chef de l'État. Oui, le cri de cœur méritait d'être entendu par le chef de l'État. Ça fait près de 2 décennies que les parents crient par rapport aux cotisations COGES. Le chef de l'État fait donc bien de prendre maintenant le taureau par les cornes et de décider que ces frais vont être désormais supportés par les collectivités et l'État. Ce que je veux dire par rapport à cette décision, c'est que pour la comprendre, il faut l'inscrire dans le contexte ou bien dans le cap fixé par le chef de l'État par rapport au mandat qu'il va faire maintenant. D'accord. Et il a dit que pour ce mandat-là, le cap, c'est la lutte contre la corruption. C'est l'éducation, la formation professionnelle et l'emploi des jeunes. L'affaire sur les COGES, il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. À ce niveau-là? À ce niveau-là. Il faut l'inscrire dans l'angle de la corruption. Et donc, la décision que le chef d'État a prise peut être appréciée à plusieurs niveaux. D'abord, elle va donner du sens à la notion de gratuité de l'école. Parce qu'on a proclamé l'école gratuite, mais dans les faits, elle n'est pas gratuite. Et donc, supprimer les frais COGES par rapport aux parents, c'est une décision importante. Deuxième chose, elle va remettre les collectivités, les élus locaux, maires et conseils régionaux, dans leur vrai rôle, qui est de gérer l'école et de construire les établissements scolaires. Ce n'est pas au ministère de l'Éducation nationale de construire les écoles. Cette compétence a été transférée aux collectivités. Il faut donc que les ressources qui sont destinées à cela soient envoyées aux collectivités pour qu'elles jouent vraiment leur rôle. Ensuite, cette décision du chef de l'État va redonner un nouveau souffle à l'école en mettant fin aux activités d'une véritable armée d'acteurs du système éducatif qui ont créé ou qui ont construit un vrai business dans la poche des parents, avec des pratiques parfois mafieuses et qui tournent autour des COGES. Enfin, je pourrais dire que cette décision va redonner de l'espoir et va créer une nouvelle espérance dans l'école pour les parents d'élèves qui désormais pourront faire des économies qui ailleurs finissaient dans les poches d'individus transformés en recouvreurs de fonds dans nos écoles. Donc alors, voilà comment il faut apprécier cette décision du chef de l'État. Alors j'ai en face de moi un maire de la République. C'est une décision du chef de l'État qui fait également obligation aux maires démissionnaires de se remettre en selle. Oui, mais justement, les élus que nous sommes, nous n'avons pas d'excuses. Justement, comment est-ce que les élus que vous êtes comptez justement répondre à... Il faut que les élus que nous sommes, nous prenions nos responsabilités. À Thiès-Salé, nous l'avons fait. C'est vrai que les ressources destinées au transfert de compétences sur les écoles n'arrivent pas en quantité, je veux dire, selon les normes, elles n'arrivent pas, mais ce n'est pas une raison aussi pour démissionner totalement. À Thiès-Salé, malgré la modicité des moyens, nous avons réfléchi et nous avons trouvé une solution. Je dis que l'affaire des COGES doit être appréciée sous l'angle de la corruption. Nous avons dit à Thiès-Salé, désormais, le maire joue son rôle. Nous avons évalué toutes les cotisations des COGES et à quoi cela est destiné, à payer le matériel didactique, à réparer une porte qui est gâtée, à remplacer un plafond. Tous ces fonds-là, c'est les parents qui payent. Désormais, la mairie dit, nous budgétisons cela, et quand les COGES ont besoin de réparer une porte, ils n'ont qu'à s'adresser à la mairie envoie un fournisseur, il répare et on le paye via le trésor. Ça supprime cette gestion, cette répartition des fonds des parents dans les poches d'individus. Et vous l'avez plutôt bien réussi à Thiès-Salé. Mais monsieur le maire, y a-t-il des raisons de craindre que certains COGES usent de moyens détournés pour justement réussir à extorquer de nouveau des fonds, de l'argent aux parents d'élèves? Oui, la décision que le chef de l'État a prise est importante. Mais comme je le dis, une chose est de prendre la décision, une autre est de l'avoir appliquée sur le terrain. Et je pense qu'il va falloir que tous nous redoublions d'efforts parce que je suis certain, parce que j'ai enquêté dessus et je connais le système. Je sais qu'une véritable guerre va être faite contre la décision sur le terrain parce qu'il y a des intérêts qui sont en jeu. C'est 40 milliards au moins qui sont partagés chaque année par les acteurs de ce système-là. Et donc, par aucun moyen, ils ne verront d'un bon œil que cette manne-là leur échappe. Donc, ils vont se battre. Par conséquent, nous devons tous nous impliquer. Mais ce que je veux dire, il y a une distinction à faire dans le COGES. Il y a les frais COGES qui normalement ne doit pas excéder 3 000 francs à l'école primaire, ni 5 000 francs à l'école secondaire. Mais dans les faits, il y en a qui vont jusqu'à 10 000. C'est illégal. Ensuite, il y a les frais annexes, dont 80% sont illégaux. D'accord.
les frais de sport, quand on prend 1000 francs à un enfant qui est au CP1 ou bien qui est au CM2, quand vous décomposez ces frais-là, il y a 350 francs CFA seulement qui vont à une ligue censée être du sport. Mais les enfants ne pratiquent pas de sport. Et 650 francs sont partagés à la chaîne de complicité dans l'école. Quand vous prenez les frais qui sont liés à la photo, que les enfants de CM2 prennent 1000 francs, il y a une convention qu'ils ont signée avec des photographes. Les photographes prennent 300, 400 francs. Et les 600 francs sont partagés à la chaîne. Donc il y a un ensemble de frais annexes comme ça qui sont illégaux et qui sont prélevés dans la poche des parents qui les étouffent par rapport à leurs enfants. Enfin, il y a ce qu'on appelle les frais d'inscription dans les écoles privées. Quand un enfant de l'État est affecté dans une école privée par l'État, il doit être traité de la même manière que les enfants qui sont dans l'école publique. L'inscription, c'est 6 000 pour les enfants de l'État. Mais au privé, c'est entre 40 000 et 60 000 francs. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de corruption qui fait que pour avoir un enfant affecté à l'État dans une école privée, le fondateur doit payer entre 30 et 50 000 francs par enfant. Et donc, automatiquement, dès qu'on lui affecte des enfants, il récupère son argent dans la poche des parents. Ça aussi, ça doit être combattu. Et comme solution alternative, seriez-vous pour la mise sur pied d'une forme de police des COJES? Non, d'abord, il faut auditer. Je pense qu'il faut qu'on audite sur au moins 3 ans à quoi les fonds ont servi, ont été destinés. Pour qu'on sache qui a fait quoi, et que les personnes qui ont pris ces fonds-là les remboursent. C'est des fonctionnaires, ils n'ont pas le droit de s'enrichir sur le dos des populations. Enfin, il faut que les collectivités reçoivent les ressources qui leur sont destinées pour qu'elles jouent leur rôle. Sinon, la décision du chef de l'État fera un petit bruit sur le terrain et il ne se passera rien du tout. Merci Monsieur le maire, et je rappelle que vous étiez avec nous sur ce plateau pour qu'ensemble nous puissions parler de la gestion des COJES. Nous aurons certainement l'occasion, n'est-ce pas, d'éplucher l'ensemble des préoccupations et des propositions que vous avez à faire sur les questions. Merci d'avoir répondu favorablement à cette invitation de la Direction Générale de la RTI. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est sur cette intervention du maire Assalé Timoko que s'achève cette édition. Dieu garde la Côte d'Ivoire.